Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, poursuivez l'aventure avec Gus et son tour du monde hors du commun. Dans cette seconde partie, il nous raconte la fin de son périple en Asie, puis le Canada, la côte américaine et l'Amérique centrale en stop, et pour finir, ses péripéties dans les Caraïbes, la traversée de l'Atlantique et enfin, le retour en France. Cet épisode est une invitation à persévérer et à vivre le moment présent. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Donc maintenant tu arrives à Singapour, mais il reste la suite du parcours. Donc tu te dis comment tu vas faire pour continuer ton périple. Est-ce que tu vas prendre un avion? Comment ça se passe en fait, la suite du parcours? Donc la suite du parcours, l'idée, c'était forcément de prendre un bateau pour traverser le Pacifique. Je savais qu'à la voile, ça allait être compliqué parce que dans ce sens-là, c'est très, très compliqué. Mais j'avais de bons espoirs et j'avais vraiment foi, à trouver des bateaux commerciaux, des porte-conteneurs, voilà des gros bateaux qui accepteraient que je un petit aventurier comme moi, que de me faire une petite place. J'avais eu beaucoup de contacts, je m'étais pris beaucoup à l'avance. Malheureusement, voilà, après des mois de recherche, après des dizaines, voire des centaines d'appels et de mails et voilà, j'ai pas trouvé et je me suis retrouvé du coup un peu bloqué à Singapour avec pas forcément de plan B, d'organiser ou de planifier. Et du coup, le plan B, j'y ai pensé assez rapidement. J'ai pas trop tergiversé parce qu'une fois de plus, voilà, tergiverser et passer des semaines et des semaines à me dire que j'ai pas réussi à traverser en bateau, voilà, ça m'aurait pas apporté grand-chose. Donc je me suis lancé le défi de prendre un avion, mais avec, plusieurs conditions, on va dire. C'était de prendre un seul avion et un avion qui me permettrait en fait de parcourir la plus petite distance entre l'Asie et l'Amérique. Et du coup, la plus petite distance entre l'Asie et l'Amérique, elle se trouvait entre le Japon et le nord du Canada. Alors, pour les connaisseurs, on va dire qu'il y a le détroit de Bering, forcément, mais le problème, c'est que le détroit de Bering, je pouvais pas retourner en Russie, c'était compliqué et notamment, dans tous les cas, tu peux pas traverser le détroit de Bering comme ça entre la Russie et les États-Unis. Voilà. Donc retour de motivation, je me dis: «C'est parti, c'est pas grave». Je, laisse mon vélo donc en Malaisie, je reviens en Malaisie en vélo et là je lance, on va dire, l'étape 2 un peu que j'avais appelée Tokyo Express, qui est en un temps, malheureusement j'avais pas énormément de temps parce que je voulais arriver avant l'hiver au nord du Canada. Une fois de plus, là j'aurais eu les petits soucis niveau météo. Donc je me laisse, je sais plus, je pense que j'avais 6 semaines ou 8 semaines, 6 semaines je pense, pour faire du coup, Singapour-Tokyo en stop. Et là, j'ai pas fait que du stop non plus, faut pas mentir. J'ai quand même enchaîné aussi deux-trois transports assez longs, notamment en Asie du Sud-Est où les transports sont vraiment pas très chers, donc voilà, où le stop marche pas forcément très, très bien. Je sais qu'en Corée du Sud, ça a pas très bien marché non plus le stop, donc j'ai pris des transports. Voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais l'idée, voilà, c'était ça, c'était de pas prendre d'avion forcément et puis d'essayer comme je pouvais de profiter des différents pays, notamment la Corée du Sud et le Japon, qui est 2 pays que je ne connaissais pas, que j'avais absolument pas prévu de visiter et voilà, ça m'a remis aussi des petits boosts, d'énergie et de morale, voilà, de voir des cultures complètement différentes, la Corée du Sud, le Japon, des pays complètement différents et c'est là où j'ai retrouvé un petit gain de motivation et je me suis dit: «Allez voilà, on continue, l'aventure continue, on n'a pas réussi à traverser le Pacifique, mais on rebondit» et dans tous les cas, comme je dis toujours, le meilleur plan, c'est de pas avoir de plan donc voilà, on on y va, on fonce et c'était ça la deuxième étape, du coup. Et c'est incroyable justement, c'est ce que je disais un petit peu au début, où en fait rien ne t'arrête, c'est-à-dire que tu as réussi rapidement à faire preuve de résilience, en fait, accepter que la suite de ton parcours, ça allait pas pouvoir se faire comme tu le souhaitais, et paf, action, réaction, tu as tout de suite trouvé cette force de continuer, et donc là tu changeais complètement de mode de fonctionnement, puisque tu n'étais plus libre avec ton vélo, d'un coup tu te retrouves en fait à dépendre au bien vouloir des gens, est-ce qu'ils vont te prendre en stop ou non ça a dû pas mal te chambouler, j'imagine, après autant de temps seul avec ton vélo. Très chamboulant, ouais, très et je l'ai relativement, on va dire, mal vécu. Dans le sens où d'avoir s'il y a un mot pour décrire l'aventure à vélo ou le voyage à vélo, c'est la liberté. Parce que le vélo te donne une liberté exceptionnelle de pouvoir voyager, de pouvoir avancer quand tu veux, t'arrêter quand tu veux, avoir beaucoup de matos, du coup, de matériel pour pouvoir, manger, dormir, sur ton vélo. Donc,
Donc tu as une liberté qui est mais exceptionnelle et du coup, ce changement forcément, de me retrouver un peu dépendant de: «Est-ce que je me fais prendre en stop? Est-ce que je me fais pas prendre en stop? Est-ce qu'il y a des transports, pas de transports? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce que» donc c'est sûr que ça a été il m'a fallu un petit temps d'adaptation et il m'est arrivé beaucoup de fois de regretter un peu mon vélo et de forcément d'y penser beaucoup et de me dire: «Mais en fait, pourquoi j'ai lâché mon vélo? J'aurais dû continuer avec». Et si liberté, c'est le mot que tu as choisi pour définir cette partie du voyage en vélo, là, en stop, tu choisirais quoi comme mot? Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est galère. Ça peut marcher. Heu, non, c'est flexibilité. Adaptation, parce que forcément le fait de faire du stop, tu vas être amené adaptation c'est bien parce que tu vas être amené à t'adapter quoi qu'il arrive avec les gens que tu vas rencontrer, avec les endroits où ils vont t'emmener qui sont pas forcément ceux que tu avais prévus, avec, les villes que tu vas visiter, avec les différents moyens de transport forcément, bah, là un peu de top, là un peu de bus, là un peu de voiture, là un peu de voilà donc adaptation, toujours s'adapter. Quelque chose qui en vélo n'était pas forcément le cas parce que au final, en vélo, je fais ce que je veux, j'avance quand je veux, où je veux et voilà donc oui, adaptation et galère aussi, hein. Galère, c'est Donc là, tu auras fait Thaïlande, Cambodge, Chine, Corée du Sud, ah et Vietnam aussi, pardon. Puis enfin, c'est arrivé au Japon parce que là, voilà, je vois l'heure tourner, même si j'aimerais te poser encore tellement de questions sur tous ces pays en Asie. On va switcher sur la partie suivante parce que donc là, tu arrives au Japon, tu traverses du coup jusqu'au Canada avec une arrivée à Vancouver. ça, sur la côte ouest du Canada, en Colombie-Britannique, et de là, je commençais donc l'étape 3, on va dire, qui était de descendre à la base de base, je m'étais dit: «Pourquoi pas essayer de faire tout à pied?» Le problème, c'est que tout à pied du Canada jusqu'au Panama, bah, ça m'aurait repris 1 an ou 2 et au niveau, bah, malheureusement, au niveau financier, c'était pas jouable, surtout dans les pays qui coûtent assez cher. Donc voilà, j'ai recommencé. L'idée, c'était de recommencer à faire du stop et de la marche quand je pouvais. Donc de Vancouver, au Canada, jusqu'au Panama. Donc la traversée de toute l'Amérique du Nord et de toute l'Amérique centrale. Et avant de me lancer dans cette, traversée, j'ai eu la chance de rencontrer, le frère d'un ami, Antoine, qui vit à Vancouver et qui m'a gentiment prêté son 4x4, qu'il n'utilisait pas forcément, et qui m'a permis en fait d'aller me faire, 3 semaines, je pense, en pleine nature, dans les Rocheuses, donc la chaîne de montagnes de Colombie-Britannique, entre la Colombie-Britannique et l'Alberta et qui m'a permis en fait de me remettre vraiment 3 semaines de full nature, full montagne, full rando au milieu, des ours et des cerfs, au Canada. Donc ça, c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai que ces 3 semaines pour moi qui m'ont énormément servi parce que me retrouver comme ça en pleine nature, dans des montagnes que j'aime et surtout les Rocheuses, et vraiment une des chaînes de montagnes les plus belles du monde, je pense. Ça remet énormément de motivation et moi, ça m'a reboosté à 400 pour la suite, et la troisième étape de mon aventure. C'était un petit peu des vacances dans ton aventure. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça parce que j'avais pas forcément de deadline, j'avais pas forcément d'obligation, voilà, j'étais, seul au milieu de cette nature. Je randonnais quand j'avais envie de randonner. La seule contrainte forcément, c'est toujours la même, c'est que financièrement parlant, vivre avec 10 € au Canada, même, si on te prête un 4x4, c'est compliqué parce que le moindre paquet de pâtes, qui est mon plat typique quand je cuisinais, c'est-à-dire pâtes, sel, beurre, même ça peut te coûter parfois plus de 10 €. Donc ça, c'était la seule contrainte que j'avais, mais c'est vrai que c'était un peu ça. C'était une vacances ou même retraite, dans en pleine nature comme j'aime et ça m'a permis vraiment de rebooster les batteries à 200. Et ensuite, tu arrives donc aux États-Unis où là, tu vas faire des rencontres. C'est un petit peu plus d'organisation, mais tu découvres aussi des parcs nationaux magnifiques, des chalets. Il me semble qu'à un moment aussi, tu présentes ton projet à des scouts. Et puis là, tu reprends les transports avec je crois que tu l'as appelé ton bus de l'enfer. Là, j'ai en fait, les États-Unis, c'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que, toujours le même sujet, au niveau du budget, vivre avec 10-12 € par jour aux États-Unis, c'est impossible. Donc j'avais dû m'organiser. Les États-Unis, comment j'avais fait? J'avais fait vraiment en fonction des différents contacts, que j'avais eus. J'avais fait appel un peu aux gens qui me suivaient, aux potes de potes, aux copains de la famille et cetera, pour essayer d'avoir 2-3 contacts sur la côte ouest des États-Unis et je m'étais organisé, en fait, pour
m'arrêter à ces endroits-là. Le stop était pas forcément possible. Pourquoi? Parce que je me serais retrouvé dans des endroits, un peu aléatoires et comme le camping, sauvage et proche de ville est pas trop conseillé aux États-Unis, notamment avec bon voilà, propriété privée et cetera, quelqu'un qui sort avec sa carabine pour te tirer dessus en pleine nuit, j'avais pas forcément envie donc voilà, je me suis organisé, c'était une organisation un peu différente, mais il fallait s'adapter encore une fois, il fallait faire avec et j'avais aussi en ligne, de mire ces retrouvailles avec mon meilleur ami, Louis, à Los Angeles où lui venait de terminer la route 66 à vélo, pardon, en moto. Il aurait bien aimé faire sa vélo, mais je pense qu'il est pas assez sportif. Donc on s'était retrouvés en, Harley Davidson. Alors là, c'était un peu une fois de plus, une petite parenthèse de mon aventure où on a été, quasiment un mois, 3 semaines, un mois ensemble à traverser donc les États-Unis et le Mexique. Et là, pareil, la seule contrainte que j'avais, c'est que moi, financièrement, je pouvais pas forcément suivre. Mais au-delà de ça, c'était juste profiter, reprendre du bon temps avec un proche que j'avais pas vu de proche depuis, bah, plus d'un an et voilà, ça a été une fois de plus, des semaines de pur bonheur et ça me faisait énormément plaisir pour la première fois depuis le début de mon aventure, de pouvoir vivre des moments exceptionnels, de voir des paysages exceptionnels, de rencontrer, des gens exceptionnels, mais de pouvoir cette fois-ci le partager avec quelqu'un. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix aussi, notamment quand c'est ton meilleur ami. Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous raconter, l'anecdote du bus au Mexique? Est-ce que tu vois celle dont je parle avec, le policier qui est rentré dans le bus? Ah oui, 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 ça c'est vrai qu'on avait eu alors il y a eu parce que je réfléchissais parce qu'il y a eu plusieurs anecdotes, des transports au Mexique, c'était assez, problématique parce que, les bus sont assez chers. Les bus sont très chers, notamment quand on passe par des alors parfois on n'avait pas le choix, mais c'est vrai qu'on était assez embêtés parce que les distances sont énormes, les bus sont très chers et les avions sont pas chers du tout. Plusieurs fois, je me prenais des petites réflexions en mode: «Mais tu veux pas, on prend l'avion, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus rapide». Donc on a eu quelques anecdotes assez sympas, notamment, parfois des bus qui sont surbookés, où tu rentres, tu penses avoir ton siège et tu as pas ton siège et tu te retrouves, au milieu de l'allée assis, à faire 12-15 heures de bus, assis, ou même debout, entre les sièges et du coup, on se retrouvait forcément sur le sol. C'était un peu dérangeant, mais voilà, on faisait avec et une fois, on s'est fait contrôler aussi par, des donc au niveau là, c'était plus entre la frontière entre le Mexique et le Guatemala, où on s'est fait contrôler par les policiers et en fait, les policiers apparemment prenaient des photos de toutes les personnes présentes dans le bus parce que beaucoup de gangs étaient présents entre le Mexique et le Guatemala et avec des enlèvements, des demandes de rançon et cetera. Donc le policier s'assurait de prendre des photos de toutes les personnes présentes dans le bus pour être sûr qu'à l'arrivée, il y ait les mêmes personnes dans le bus. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote. Sur le moment, bah, aujourd'hui on en rigole. Sur le moment, c'est un peu moins serein quand même, dès qu'il y a des arrêts du bus, voilà et on se cache un peu. On se cache un peu dans le bus. J'imagine que oui, là, tu te dis, «Je suis content de pas être seul, dans ces moments-là» et après donc le Guatemala, là aussi, il y avait encore beaucoup de bus avec les chicken bus. Tu expliques que c'était un sketch ces bus. Est-ce que tu peux décrire ça aux auditeurs et auditrices? Vraiment les bus alors en Asie centrale, un peu comme, souvent, hein, dans les pays, tu peux voyager avec les bus, on va dire, de touristes ou les bus un peu haut de gamme ou les, bus, on va dire, voilà, les bus de locaux et nous, au Guatemala, on avait plutôt opté pour cette option, au plus grand bonheur de Louis, donc les chicken bus qui sont des bus voilà, c'est des bus, c'est très rudimentaire, les c'est pas des sièges, c'est des banquettes en limite en bois et perpendiculaires, donc c'est comme ça, c'est tu un peu cassé en 2 et du coup, tu viens vraiment ce qui est impressionnant, c'est que tu viens vraiment à la rencontre tous les locaux voyagent comme ça, tous les locaux, c'est des bus qui vont te coûter 1 € par-ci, 1 € par-là pour faire des heures et des heures de trajet, donc c'est vraiment, bon marché et ça te permet du coup d'aller à la rencontre des locaux et plusieurs fois, notamment une fois où Louis s'était fait une amie qui était, voilà, qui lui avait parlé pendant des heures, une vieille dame qui lui avait parlé pendant des heures et qui était, je pense, un peu enfin, je pense pas, mais on le savait, qui avait un peu bu et du coup qui s'était carrément endormi sur l'épaule de Louis, pendant des heures. Donc Louis savait pas trop comment s'en défaire et du coup on avait rigolé toujours, voilà. C'est pas méchant, mais c'est vrai que, voilà, il y a des histoires un peu de partout. Il y a beaucoup aussi en Asie centrale de personnes qui viennent, alors vendre de tout type, de marchandises. Il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent faire des espèces de messes ou de cérémonies religieuses, qui sont très croyants dans ces pays-là, dans le bus. Voilà, il y a toute une vie dans ces bus. Moi, je trouve ça exceptionnel de voyager, avec ces bus locaux parce que c'est des anecdotes et c'est des
des petites histoires intéressantes à raconter. Et il y a vraiment une vie qui est à part dans ces bus-là. Donc là, tu vas faire Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Donc tu as quand même vraiment bien enchaîné là en Amérique centrale. J'ai l'impression aussi que tu t'es encore plus rapproché de la nature, enfin comme si en fait cette retraite, comme on disait tout à l'heure au Canada, t'as reconnecté progressivement avec la nature. Là, en Amérique centrale, j'ai l'impression que tu vas prendre beaucoup plus de temps pour aller faire des ascensions de volcans. On dirait que dès que tu rentres dans un pays, tu te dis, ah oui, je veux faire l'ascension de tel volcan, de vraiment reconnecter avec cette nature, puisque là, tu l'as plus vraiment avec ton vélo. D'ailleurs, peut-être que ton vélo commençait à te manquer sacrément à ce moment-là, non? Au final, c'est vrai que ce qui est pas mal, de pas être en vélo, c'est qu'on est quand même, voilà, il y avait des possibilités d'aller faire, des randonnées par-ci, des ascensions par-là et il y a plus, si tu veux, cette problématique de dire: «Qu'est-ce que je fais du vélo? Est-ce que j'y vais à vélo? Est-ce que je fais ça?» Donc c'est vrai que ça m'a permis à ce moment-là, en Asie centrale, de pouvoir faire beaucoup d'activités, notamment dans la nature que je n'aurais pas pu faire avec un vélo. Ça, c'est sûr que c'était un point positif. Qui m'a permis de faire des ascensions de volcans, des choses comme ça, somptueuses, vraiment exceptionnelles. Après, le point négatif de tout ça, c'est que forcément, j'étais avec un sac à dos. J'étais un occidental en Amérique centrale et du coup, c'est assez compliqué de se démarquer dans le sens où eux, ils te voient arriver comme ça, même si j'avais une barbe de Robinson Crusoe et une dégaine de Tom Hanks, dans Seul au monde. Ils te voient quand même comme un touriste et ils te voient quand même comme, voilà, un backpacker qui vient, dans leur pays. Donc c'est plus compliqué de se démarquer un peu et de voilà, de rester moi dans ma philosophie de l'aventure et du voyage qui est vraiment d'aller, voilà, à la rencontre, des locaux dans des endroits moins tou pas touristiques ou et ça, c'est un peu plus compliqué quand on est en backpack, quand on utilise des bus, parce que forcément tu vas de ville en ville ou de village en village, mais voilà, donc c'est pour ça que cette partie de l'Amérique centrale, j'ai passé du temps, mais c'est vrai que j'ai quand même un peu enchaîné et je regrette pas forcément parce que c'est des endroits, magnifiques, hein, mais peut-être que je reviendrai un jour avec des copains, avec, accompagné dans tous les cas, mais et là, à ce moment-là de mon voyage, ça faisait déjà plus d'un an, plus 1 an et plusieurs mois que j'étais là. C'était pas forcément des endroits où j'avais non plus envie de m'attarder, des semaines, voire des mois. Et dans ma tête aussi, j'étais déjà en train de préparer du coup la quatrième étape qui était, de trouver un bateau, un voilier pour commencer à traverser les Caraïbes et plus tard, l'Atlantique. Oui, parce que tu avais encore un sacré bout de chemin qui t'attendait. Si là, on se prête un petit peu au même exercice par rapport à ce que tu as préféré, moins aimé, quel pays tu as préféré du coup en Amérique centrale? Guatemala. Parce que, alors très bonne surprise, je m'attendais à rien, mais très, très bonne surprise, des volcans exceptionnels, dont un volcan qu'on a fait avec Louis, qu'on a monté, qui était un des plus beaux souvenirs de toute mon aventure. La nourriture très bonne, des gens, super sympas, très bon marché, donc là encore, ça me permettait quand même de pouvoir faire les choses, par même avec un tout petit budget et voilà, une nature que j'ai bien aimée, des personnes, très accueillantes et très chaleureuses. Oui, donc en fait, si je continue la suite de mes questions avec les gens que tu as trouvé le plus sympa, la meilleure nourriture, tu vas me sortir quoi, quoi. Non, non, Salvador, très sympa aussi. La nourriture, c'est vrai que j'ai bien aimé, et surtout quand on sort de la no non, nourriture Mexique. T'allais dire surtout quand tu viens de passer Canada, États-Unis, c'est pour ça? Canada, États-Unis où je pouvais rien me permettre, je pouvais pas le seul truc que je pouvais me permettre, c'est d'acheter des pâtes et de cuisiner au réchaud et forcément quand tu arrives au Mexique ou même en Amérique centrale où tu peux te permettre de remanger un peu dans la rue et bah, ça change, voilà, ça change la donne parce que on en a peu parlé, mais l'alimentation, c'est quand même dans une aventure comme ça, mais c'est primordial. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention et malheureusement, avec mon budget, je pouvais pas me paie je faisais comme je pouvais et donc je suis arrivé à Singapour, par exemple, on n'en a pas parlé, mais je suis arrivé à Singapour, j'avais perdu 10 kilos, sachant que j'ai pas beaucoup, j'ai toujours été très maigre et donc voilà, j'avais pas beaucoup à perdre, mais j'avais perdu 10 kilos en arrivant à Singapour parce que j'avais mangé comme je pouvais, voilà, sur le pouce, mais quelque chose, même au niveau mental, l'alimentation, et je le vois aujourd'hui où j'ai recommencé à retrouver un rythme assez sain au niveau de l'alimentation, bah, c'est quelque chose d'assez important. Oui, merci, c'est bien que tu le soulignes. Le pays où tu ne retourneras pas? Le Costa Rica.
Ah oui, je sais pourquoi. Tu veux nous raconter rapidement l'anecdote? Non, ah non, mais c'est même pas par rapport à la mauvaise histoire que j'ai eue, avec mon père. C'est juste que le Costa Rica, je pense, j'en avais beaucoup entendu parler. On m'avait beaucoup dit du bien du Costa Rica au niveau de la faune et la flore, de la nature, et en fait, la grosse déception que j'ai eue, c'est que très vite au Costa Rica, tu te rends compte déjà que tout est très cher, forcément, mais surtout que tout est très, contrôlé, très américanisé. C'est-à-dire que tout est contrôlé, tous les parcs, il faut réserver des mois à l'avance, tu veux aller marcher 10 minutes pour une petite cascade, voilà, banale, et ben, il faut que tu payes une entrée, il faut que tu aies un guide. Donc tout est très contrôlé. En fait, c'est une vision de la nature. Alors attention, des pays, il y a beaucoup de pays où il faut payer pour avoir accès à la nature, ça, il y a aucun souci quand il s'agit de payer pour préserver la nature. Ou au Canada, par exemple, tu vas dans les parcs nationaux, tu payes, mais les parcs sont exceptionnels, sont ultra bien conservés, donc il y a aucun souci. Le problème avec le Costa Rica, de mon point de vue, après chacun a son point de vue, c'est que moi je trouve qu'ils ont trop surfé sur leur vague de, «On est un pays de tourisme, tout le monde vient chez nous» et cetera, et du coup, ils ont vraiment mais tout privatisé. Par exemple, camper, c'est impossible au Costa Rica. Camper de manière, sauvage, un peu comme j'aime bien faire, c'est impossible parce que tout est contrôlé, tout est barricadé. Tu veux aller donc mon père m'avait rejoint à ce moment-là. On a subi un braquage au bout de 24 heures à 2, donc forcément ça commence mal, l'aventure au Costa Rica. Mais au-delà de ça, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire. Il y a des randonnées qu'on n'a pas pu faire parce qu'il nous disait: «Bah, il faut réserver 2 mois à l'avance pour aller faire une randonnée». Des sommets dans des parcs qu'on n'a pas pu faire parce qu'il fallait réserver un guide avant et les guides n'étaient pas disponibles. Toutes ces choses-là qui font que le Costa Rica, voilà, j'ai pas forcément accroché tout de suite, et je pense que c'est pas le genre de pays où j'aurais envie de retourner. Et peut-être un pays qui a été une belle surprise, au contraire? Le Salvador. Salvador, très, très bonne surprise. Tout petit pays, le pays, il fait il est vraiment tout petit. Donc là, pareil, je m'attendais à rien de rien de rien, et au final, j'ai été agréablement surpris. J'ai passé plus de temps que prévu. Les gens sont super accueillants aussi. La nourriture, beaucoup de nourriture de rue, donc à bon marché, donc voilà, et le stop a super bien fonctionné, au Salvador. Donc j'ai pu vraiment me faire accueillir dans des familles, suite à des stops, que j'avais pris, donc c'était non, non, c'était plutôt pas mal. Et ensuite, on arrive sur la dernière portion grosse portion de ton voyage. Donc là, tu es en Jamaïque et tu cherches à traverser les Caraïbes à la voile. Et tu vas tomber sur un capitaine qui cherche à ramener son bateau jusqu'en Martinique. Et là, beh, c'est encore une fois le changement radical après l'Amérique centrale, parce que là, tu tombes sur un capitaine qui a des avis très tranchés, tu réalises vite l'état catastrophique du bateau, c'est un peu le débat sur la direction que vous allez prendre, il y a des tempêtes, des vents de face, enfin voilà, je te laisse continuer. C'était compliqué parce que je rentrais du coup dans la quatrième partie de mon aventure qui était la partie, on va dire, marin. Donc j'étais très excité à l'idée de commencer cette partie-là, parce que voilà, c'est un changement. J'avais repris le sac à dos, la marche, le stock, mais voilà, j'étais content de passer en mode marin. On traverse les Caraïbes, on traverse l'Atlantique. C'est quelque chose que pareil, un petit rêve de gosse que j'attendais depuis longtemps, et c'est vrai que première aventure avec, un capitaine, petite désillusion. On devait aller jusqu'en Martinique et au final, on s'est arrêté alors, en République dominicaine, mais avec des péripéties, voilà, donc dès le début, dès les premiers jours, je sentais pas forcément de bateau. Après, bon, je vivais à la rue depuis 1 an et demi, donc j'étais pas très difficile, j'étais pas non plus un marin très, très expérimenté. J'avais eu l'occasion de faire de la voile, dans le passé, mais voilà, j'étais pas un marin confirmé, donc voilà. Une fois de plus, tête basse, je me disais: «Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire». On avait eu 2 3 jours en arrivant où moi j'avais passé mes journées sous la coque à essayer de gratter, de nettoyer la coque parce que vraiment le bateau avait été laissé dans un état pas possible. Bon, il y avait voilà, je le sentais pas à 100, mais il fallait se lancer. Il y avait pas forcément d'autre solution. La Manu, donc un autre gars, vient naviguer avec nous. L'idée pareil de venir jusqu'en Martinique, la soixantaine d'années, super sympa pour le coup, et là pareil, il me dit: «Lui, ça fait 30 ans que je navigue, j'ai eu, des dizaines de bateaux dans ma vie et j'ai jamais vu un bateau dans cet état-là». Voilà, là je commence à me dire: «Bon, ça peut être un peu compliqué, mais une fois de plus, pas d'autre solution, pas d'autre solution». J'étais venu ici à Montego Bay en Jamaïque, à l'ouest de la Jamaïque, donc il faut y aller. Donc on se lance. Et les premiers jours, c'est un désastre complet. On se fait tabasser par une météo, voilà, un vent de face, des vagues, de l'eau qui rentre dans le bateau.
On voulait faire ça d'une traite. Au final, on s'arrête une fois en Jamaïque, 2 fois en Jamaïque, 3 fois en Jamaïque, alors qu'on avait déjà fait notre clearance, notre sortie du territoire. Donc on n'était même pas autorisé en théorie à s'arrêter en Jamaïque. Bref, on se lance au bout de 5-6 jours. Il y avait déjà des différends entre nous 3 notamment. Donc moi, j'étais plutôt avec Manu et avec le capitaine, c'était un peu compliqué et on se dit: «On se lance dans le canal de Jamaïque qui nous permettra au moins de rejoindre la Haïti», mais on voulait pas s'arrêter à Haïti, mais plutôt la République dominicaine qui est juste après et voilà, traversée du canal de Jamaïque, pareil, un désastre. Je me rappelle, on s'accrochait partout avec Manu parce que vraiment c'était pas possible quoi. Le bateau tenait pas la route, la météo tenait pas la route. On avançait au moteur voile, tellement c'était compliqué. Le moteur tenait pas la route et là où on a eu un gros souci, c'est on a été contraint en fait de s'arrêter en Haïti. On a dû s'arrêter là-bas parce qu'on avait, le moteur, ça allait plus trop. On avait enfin, dans tous les cas, on avait plus de carburant pour avancer. Le bateau, vraiment, on avait l'impression qu'il allait couler à chaque vague. Bref, c'était compliqué. De là, ont suivi quelques jours très, très compliqués à Haïti, où je me suis rendu compte, je m'étais pas forcément renseigné avant, mais la situation est quand même, assez catastrophique à Haïti, notamment l'ambassade, donc il y a plus d'ambassade française à Haïti, mais l'ambassade du coup qui était basée en République dominicaine qui m'avait contacté pour me demander: «Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais vous êtes des grands malades, il faut plus être à Haïti, tout est 80 de la région de Port-au-Prince, la capitale, sont contrôlés par des gangs». Enfin, c'est quand même c'était vraiment pas une situation agréable. On a réussi à négocier pour arriver jusqu'à la frontière avec la République dominicaine en bateau. Là, les dernières 48 heures en bateau, on se parlait plus parce qu'on s'était, embrouillés, on avait failli en venir aux mains, c'était vraiment très, très compliqué. Frontière avec la République dominicaine, les militaires, tout petit débat, comme on pensait qu'on avait des Haïtiens. Il y a beaucoup de contrôles à cet endroit-là. Ils pensaient qu'on avait des Haïtiens dans le bateau, de la drogue, enfin peu importe et on fait les papiers, c'est compliqué, il y a des heures d'attente et cetera et en fait, une fois qu'on a notre tampon d'entrée sur le territoire, dominicain avec Manu et bah, là, donc moi, je parle directement aux militaires, je leur dis: «Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous emmener sur le continent?» Ils nous disent: «Oui, si vous voulez, mais on vous raccompagne pas sur le bateau, hein, nous, on se barre, hein» et on dit: «Non, non, mais on veut pas revenir sur le bateau» et donc c'est à ce moment-là où avec Manu, on a réussi à partir du bateau. C'était très délicat comme situation. On s'est retrouvé au milieu de nulle part, en République dominicaine, mais on était content, on était parti du bateau un peu de l'enfer et voilà, il a fallu, se réadapter, retrouver notre solution, retrouver d'autres bateaux et voilà, j'ai réussi à retrouver d'autres bateaux. J'ai réussi à rejoindre la Guadeloupe, qui était un peu un point de chute avant, cette grande traversée, de l'Atlantique et où j'ai pu rester, quelques semaines en Guadeloupe, me refaire un peu une vie normale. Mais voilà, j'avais traversé les Caraïbes en partie à la voile. Donc j'étais quand même content. Et qu'est-ce que tu en gardes du coup en, j'allais dire en souvenir des Caraïbes, outre toute cette mésaventure, cette traversée en plus, j'imagine, sachant ce qui s'était passé en Grèce, tu devais pas être serein avec ces histoires de gangs et ainsi de suite. Et est-ce que tu as quand même pu avoir un petit aperçu, que ça soit par exemple à ce passage express que tu as eu à Saint-Martin ou peut-être plus là la Guadeloupe par rapport à la culture? Qu'est-ce que tu en retiens toi? C'est quand même, les Caraïbes, bah, c'est comme les cartes postales, hein. C'est quand même vraiment des pays un peu c'est un peu le paradis au niveau, de la nature. Forcément, c'est des îles avec des eaux, magnifiques. Moi, de base, je suis plutôt attiré par les pays froids et la montagne, mais c'est vrai que être dans des pays comme ça avec des plages, exceptionnelles et des cultures, c'est ce qui est impressionnant dans les Caraïbes, je trouve, c'est que chaque île, chaque pays a vraiment sa culture, sa langue, il y a vraiment des diversités énormes, alors que c'est des îles qui sont parfois très, très proches. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc j'en garde quand même un très, très bon souvenir. Je n'exclus pas de revenir un jour avec mon propre bateau pour pouvoir continuer un peu à découvrir les différentes îles. Après, c'est vrai que, voilà, il y a la forcément, moi, j'étais dans ma tête, c'était, trouver un bateau pour maintenant continuer, l'Atlantique et voilà, je commençais à voir un peu le bout, donc je voulais pas non plus m'attarder des mois et des mois, sachant qu'il y avait la saison pour traverser l'Atlantique qui arrivait. Donc voilà, dans ma tête, c'était aussi, on prépare la suite et on essaye, par tous les moyens de trouver un bateau pour traverser l'Atlantique.
Et j'ai eu la chance donc de rester quelques semaines, en Guadeloupe où je me suis, rapidement fait des copains. J'ai réussi à trouver des petits boulots à droite à gauche pour me refaire un peu aussi de sous parce que j'étais à sec complet et j'ai rencontré du coup, Jessica et Sacha qui sont, donc Jessica qui était propriétaire, enfin son père était propriétaire de bateaux, en Guadeloupe et on s'est super bien entendus et en fait globalement on s'est mis d'accord, voilà elle avait une date pour traverser avec son bateau parce qu'elle devait le ramener en France et du coup, on s'était dit, elle voulait partir un peu avant le début de la saison, c'est-à-dire autour du 20-23 mars. Moi, ça m'allait parfaitement parce que c'était un peu ce que j'avais prévu, ensuite après pour la dernière étape et le retour en courant. Donc c'était parfait. Donc voilà, j'ai eu 2-3 semaines, très bien en Guadeloupe où j'ai pu me rendre compte que mine de rien, voilà, la sociabilité, j'avais pas tout perdu. J'en avais gardé un petit peu, je me suis fait des copains, je me suis fait un peu de vie sociale et je me suis préparé surtout pour, cette grande traversée de l'Atlantique à la voile. Donc on est parti le 23 mars 2025 direction, l'Europe avec une étape qu'on avait prévue aux Açores qui sont des îles, au milieu de l'Atlantique Nord. Donc voilà. Et donc après 23 jours en mer, vous arrivez donc dans ces petites îles au bout du monde qui appartiennent au Portugal, si je me trompe pas. Et là, enfin, de toute façon, pour tout ton périple, je vais encourager les auditeurs et auditrices à aller voir ton profil Instagram pour découvrir ces photos. Mais c'est vrai que ces photos de ces îles sont juste bluffantes. C'est juste incroyable, donc je vous invite vraiment à aller voir ça et surtout pour toi, si tu expliques que c'est un bonheur de remarcher parce que là tu as passé, bah déjà ça faisait des mois et des mois que tu étais constamment en vadrouille, le vélo, la marche et là tu te retrouves bloqué à ne plus marcher du tout pendant cette traversée, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est sûr que c'était, après autant de jours dans un bateau enfermé enfermé dans un bateau, c'est sûr que juste la simple sensation de pouvoir remarcher et de pouvoir, juste marcher, je parle même pas de courir, mais juste, marcher, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ces 23 jours en mer, moi, je l'ai relativement bien vécu dans le sens où voilà, c'est une aventure à part entière, c'est-à-dire que tu traverses un océan à la force du vent. Moi, je trouve ça juste fabuleux. C'était un rêve que j'avais depuis tout petit, donc je trouve ça vraiment exceptionnel et voilà, j'ai juste, forcément, tu as une routine un peu. On avait ces routines entre nous de tu dois faire ton quart la nuit, il y en a quelqu'un est responsable du pain le matin, quelqu'un est responsable de cuisiner le soir, de faire la vaisselle, enfin voilà. C'est toute une vie qui s'organise pendant 20-30 jours, parce qu'après on a eu aussi toute la partie pour arriver jusqu'en Europe et donc c'est vraiment une aventure à part entière, que j'ai très bien vécue, que j'aimerais énormément repartir sur d'autres aventures, peut-être en solitaire cette fois-ci à la voile, mais voilà. Les couchers de soleil sont exceptionnels, les levées de soleil sont exceptionnels, mais il faut savoir s'ennuyer, il faut aimer s'ennuyer, il faut aimer, voilà, être enfermé aussi en plein milieu d'un océan. Il faut pas forcément, stresser ou avoir le mal de mer parce que sinon ça peut vite se transformer en calvaire et voilà, il faut profiter de chaque instant et de profiter un peu du luxe, de pouvoir s'ennuyer aujourd'hui sur un bateau, à n'avoir rien d'autre à faire que juste, lire, écrire, voilà, profiter d'être au milieu de nulle part, au milieu d'un océan sur un tout petit bateau, la Voie lactée. Ça, c'était aussi impressionnant les cieux, le ciel que tu peux avoir, le ciel que tu peux observer, c'est juste, je pense que c'est parmi les plus belles choses que j'ai vues aussi de mon aventure, d'être en quart de nuit, la nuit, en plein océan Atlantique, crevé, tu en peux plus, mais tu regardes juste le ciel et c'est fabuleux, quoi. C'est des choses que en fait, au niveau même pollution lumineuse, il y a rien, parce que tu es au milieu forcément de l'Atlantique et donc tu observes des choses que tu peux observer nulle part ailleurs. Ça devait être splendide et donc là tu arrives en Europe. Petit à petit, j'imagine que l'appréhension, enfin l'excitation, pardon, doit se faire de savoir que tu vas arriver en France parce qu'il me semble que vous arrivez en Bretagne, près de Vannes, où ta famille t'attend. C'est ça, c'est ça. Donc ma famille m'attend, mon père, mon frère, et ma mère, notamment mon frère et ma mère que j'avais pas vu depuis du coup le départ, hein, donc ça faisait, 500 plus de 500 jours. Donc forcément, sensation exceptionnelle déjà le fait de se dire: «Bah, je l'ai fait, j'ai traversé l'Atlantique, à la voile». Ça c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, une fierté et puis surtout le fait de revoir,
sa mère et son frère, après autant de jours, voilà, c'est des retrouvailles exceptionnelles et très émouvantes, très intenses. Heu, alors malheureusement, l'arrivée en Bretagne, j'avais déjà une fois de plus cette toute dernière étape, de la course et du retour à Paris en courant, qui était dans ma tête. Je savais que j'avais pas beaucoup de temps, sur terre. J'avais même pas 48 heures sur terre avant de commencer à courir. Donc c'était quelque chose, voilà, c'était rapide, très intense, mais ça n'empêche que c'était des moments et des retrouvailles où je m'en rappellerai toute ma vie, ça c'est sûr. Parce que oui, tu t'es dit, j'ai fait à vélo, j'ai fait en stop, j'ai fait en bateau, je vais me rajouter de la course pour le dernier bout du voyage. Oui, pas faire autrement. C'était en plus la course ça a toujours été un peu mon domaine, de prédilection et la le sport que je pratique le plus depuis 10 ans. Je pouvais pas ne pas avoir une petite partie en courant, quoi. Donc je m'étais forcément dit et cette idée, elle m'était venue, assez rapidement, je pense, le jour du départ à vélo. C'était un copain qui m'avait dit ça. Il m'avait dit: «Il faudrait que tu reviennes à Paris, tu peux pas terminer en Bretagne, il faut que tu termines à Paris». Il était parti de Paris et donc très rapidement, je m'étais mis en tête l'idée de partir en vélo, vers l'est et de revenir de l'autre côté du globe en courant. Et donc voilà, je me suis lancé donc 2 jours à peine après être arrivé, à la voile. Je me suis lancé en courant direction Paris. Donc il y avait un peu plus comme je suivais les GR, il y avait un peu plus de 700 kilomètres à parcourir et c'était globalement, un peu plus d'un marathon par jour à courir jusque Paris. Je suis désolée, mais quand j'entends ça, je me dis, mais il est fou, il est complètement fou. Parce que tu devais avoir le décalage horaire, toutes ces... Voilà, ce contre-coup de se dire, ça y est, je suis de retour en France. En fait, t'as même pas eu le temps, j'imagine, de comprendre ce qui s'était passé, ce retour que tu as enchaîné. Et même si tu as eu des soucis de santé, des blessures, en fait, tu n'as rien lâché. Tu t'es dit, je vais quand même jusqu'au bout de mon objectif. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé à chaque donc dans ces 5 étapes, à chaque fin d'étape, c'est ce que j'essayais de me dire aussi, de pas si je prenais trop de temps pour réfléchir, pour penser, pour, voilà, j'allais jamais continuer donc voilà, c'est un peu ce que je me suis dit en arrivant à la voile en Bretagne. Je me suis dit, bah, voilà, je suis arrivé en Bretagne, les retrouvailles avec la famille, c'est exceptionnel, mais l'aventure n'est pas encore terminée. Il me restait maintenant, il me restait 3 semaines à tenir. Mon sport que j'adore et courir, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas trop pu courir donc forcément, ça a été très compliqué mais j'étais tellement heureux de retrouver un peu ces sensations-là. Malheureusement, je me suis blessé. Bon, ça, c'est pas faute de m'avoir prévenu, mais je me suis blessé au bout de 10 jours de course après 450 kilomètres. Donc j'avais déjà bien avancé, hein, il m'en restait à peine 300 et je me suis blessé, donc une blessure, j'avais déjà plusieurs blessures qui traînaient et là, c'était une nouvelle blessure au tendon d'Achille et sur laquelle là, pour le coup, je pouvais vraiment pas faire, le foufou, parce que le tendon d'Achille, bah, quand on s'y connaît un peu, on sait que ça peut être quelque chose de très, très problématique, qui aurait pu, m'écarter du sport et des terrains de sport, pendant, 1 an, 2 ans. Donc voilà, c'était gros, gros, gros coup dur. Je pense que c'est une des dernières fois où j'étais un peu, en pleurs. Je me rappelle très bien parce que je savais que ça allait pas être possible de terminer de la sorte et j'étais si proche du but. Mais voilà, une fois de plus, il m'a fallu le temps d'accuser. J'ai des copains qui sont venus à ce moment-là pour me rebooster un peu et me donner plein d'idées de comment terminer cette aventure et j'ai rencontré une nouvelle association qui s'appelle À Tour de Bras, avec qui on a été en contact très, très rapidement. Tout a été très rapide et en fait, c'est une association qui, emmène des personnes, tétraplégiques ou paraplégiques, dans des aventures avec des handbikes, ce qu'on appelle des handbikes. Donc c'est des vélos à main, donc tu utilises que tes bras pour avancer et donc je me suis dit que c'était quand même voilà, ça donnait pas mal de sens à mon aventure de terminer comme ça et donc j'ai terminé les 300 derniers kilomètres, jusque Paris en handbike, avec notamment cette fameuse arrivée, le 25 mai qui était, bah, un des jours, voire le jour le plus marquant et le plus intense de toute ma vie. Mais oui, parce que est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu cette journée? Je l'ai en tête, mais pour l'expliquer à l'audience. Alors cette journée, donc 25 mai, ça faisait déjà quelques mois que j'avais prévenu que je rentrais à cette date-là parce que c'était la fête des mères et j'avais prévenu ma mère et ma grand-mère que je rentrerais à cette date-là et pour des raisons personnelles, dans tous les cas, je devais être, de retour des impératifs personnels et c'est vrai que ça a été assez exceptionnel. Toutes on va dire les 3 dernières semaines, à partir du moment où j'ai touché le sol français, tout a été très, très vite. Même au niveau de la communication des médias, c'est là où ça a commencé aussi à prendre un peu. J'ai eu beaucoup de d'interviews, dans certains médias, donc voilà, tout a été très, très vite. J'ai pas eu le temps forcément de prendre du temps pour moi parce que beaucoup de copains m'ont rejoint sur la route aussi. J'ai jamais été seul sur ces 3 semaines, donc j'étais à chaque fois accompagné d'un copain, de 2 copains, de la famille, de mon père, de mon frère, de ma mère, donc c'était
c'était vraiment fabuleux et ce dernier jour, ouah, que dire? Je me réveille, j'avais pas dormi de la nuit parce que vraiment après autant de jours, après 580 jours, de savoir c'est maintenant, c'est le dernier jour de l'aventure. Il en fallait bien un de toute façon, hein, donc voilà, je me réveille assez tôt parce que je me rappelle, je passais à la radio sur RMC et RTL et ensuite, j'avais donné rendez-vous au parc de Meudon, donc un peu à la sortie de Paris. On était peut-être une trentaine à commencer à courir, donc moi on va dire je courais comme je pouvais avec mon tendon et en même temps je faisais du handbike, et bon voilà, on fait les 15 derniers kilomètres qui nous séparent du jardin des Tuileries, là où j'étais parti à vélo 580 jours plus tôt, et je me rappelle, vraiment le plus marquant, c'était ce dernier kilomètre où je vois un peu tous mes copains, mes proches qui me laissent passer, qui me font un peu une haie en mode: «Vas-y maintenant passe devant». Mon père qui me glisse un petit mot dans l'oreille en mode, voilà: «Profite du dernier kilomètre, du reste de ta vie», un truc comme ça, donc j'avais déjà les larmes qui montaient. Je me rappelle donc les gens derrière moi, une trentaine de copains, et en fait, je me rappelle ce virage où je vois le jardin des Tuileries au fond avec là, pareil, des pancartes, des gens qui m'attendaient, et là, c'est un peu encore un peu flou dans ma tête parce que vraiment c'est un moment hors du temps, je réalise que j'arrive à ce moment-là, je réalise que c'est fait, que je l'ai fait quoi, que je suis parti que je suis parti à vélo et que 580 jours plus tard, je reviens en courant. Donc voilà, un moment vraiment, inexplicable. J'ai même des trous noirs, un peu des trous de mémoire tellement c'était un moment, hors du temps. Je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait Stelios et Isabelle, donc mes parents d'adoption qui étaient là. Il y avait ma famille, il y avait ma mère, il y avait ma sœur, il y avait mon père, il y avait tous mes proches, des gens que je connaissais pas aussi qui étaient venus, m'ont demandé des photos, des choses comme ça, donc j'étais pas préparé pour autant après avoir aussi peu eu d'interaction sociale en 580 jours, d'arriver et de voir une foule. Je pense qu'on devait être même un peu plus que 100, on devait être une centaine, à être là. C'était juste, c'était fabuleux, quoi, et voilà, je l'ai fait. Je souhaite à tout le monde, de vivre un jour un moment comme ça. Que j'avais t s s Je l'avais pas attendu parce que forcément j'essaie de vivre au maximum le moment présent, mais c'est vrai que sans le vouloir, tu t'y penses quand même énormément. Tous les moments de blues, j'étais là: «Mais pense à ce jour où tu arriveras au jardin des Tuileries avec ta famille, avec tes proches», et ouais, donc c'était vraiment une journée exceptionnelle, quoi. Je m'en rappellerai, ça c'est sûr, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, ça c'est sûr. Et j'imagine qu'il a fallu un sacré temps pour redescendre un petit peu de tout ça, de réaliser. Ils sont pas vraiment redescendus, je pense, hein. Non, je rigole, je rigole. Non, 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 si, si, il faut du temps forcément, il faut du temps, là ça fait donc, bon quelques semaines que je suis rentré, heu, il faut que je me relance forcément dans un autre projet. Il faut que je puisse, me retrouver un peu de motivation parce qu'après un projet, aussi long et après une aventure aussi folle, il faut forcément retrouver du concret et voilà. Là, je commence à rentrer dans cette phase où il faut que je retrouve quelque chose à faire, il faut que je retrouve un projet qui m'anime, sinon je vais vite tomber dans une phase pas très cool, un peu où tu te ressasses les souvenirs, mais tu passes pas vraiment à autre chose et tu atterris vraiment jamais, et ça c'est pas facile à faire, mais il faut le faire, quoi. Il faut atterrir, il faut accuser le coup du fait: «Je suis rentré et bon, maintenant c'est pour la suite». Et je me permettais de te demander parce que sur, pas mal d'aventuriers que j'ai reçus et ceux qui sont partis en aventure en solitaire ou des gros challenges physiques dans leur expédition, ils ont vraiment quasiment tous eu une sorte de post-dépression au retour, et c'est intéressant de voir que toi tu le sens, et en fait t'as un petit peu comme dans tout ton parcours, tu te dis: «OK, je vais mettre en place un plan d'action», et tu te fixes de nouveaux objectifs pour, justement pas te laisser aller trop dans cette phase, quoi. C'est ça. Bah, après je le savais comme j'étais déjà parti quelques mois, bon là, forcément c'est beaucoup plus, mais je sais que le retour il est toujours, de toute façon tous les voyageurs, tous les aventuriers te le diront, le retour il fait mal parce qu'il faut se réadapter à une vie qui est complètement différente, et là pour le coup quand, j'ai parti quasiment 2 ans, mais il y a une réadaptation qui est nécessaire parce que tu es de retour, mais qui est pas facile parce que tu es tellement décalé du reste de tes proches, de ta famille, de tes amis, tu es complètement décalé.
même la civilisation, si tu veux. Moi, comme j'ai toujours aimé aller partir en nature et m'éloigner de tout ça, le fait de revenir en plein dedans et bah, forcément, ça demande un temps d'adaptation. Donc j'essaye de faire au mieux. Après, je te raconte ça parce que forcément, je suis pas non plus, j'ai pas encore eu cette phase, on va dire, un peu dépression parce que je m'interdis, si tu veux. Je me dis: «Allez, voilà, j'ai plein d'autres projets, j'ai plein d'autres rêves, j'ai plein d'autres aventures à vivre». Donc voilà, j'ai accompli ce gros rêve-là. C'est fait, j'en garde des souvenirs, mais j'en garderai des souvenirs toute ma vie. Maintenant, c'est quoi la suite? Et on se projette, on avance et on va pas se laisser abattre. Et tu vois, des petits trucs un peu bêtes, mais par exemple, le matin, je me force à mettre des alarmes le matin pour essayer vraiment de me motiver. Je me mets un planning un peu, soit je me relance sur une prochaine aventure qui arrivera peut-être, plus vite que prévu. Tout dépend des différents sponsors. Soit je retrouve un peu un boulot pour me refaire un peu d'argent, soit je crée ma boîte d'ici quelques années. J'aimerais bien créer ma boîte comme je te l'avais dit au début. Heu il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, mais je vais pas m'arrêter là et j'ai aussi toujours cette envie de continuer à donner par rapport au sport, par rapport à l'aventure, par rapport à ma vision des choses, par rapport à ma vision de la vie. Voilà, on essaie de partager au maximum et la vie est belle, hein, la vie est belle. Et j'allais te demander, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la suite de tes aventures? Bah, la suite, elle arrivera plus ou moins vite. Ça dépend plus trop de moi en ce moment. J'ai eu la chance du coup je pense que tu avais suivi ça sur toute la dernière partie de mon aventure d'être, accompagné et sponsorisé et soutenu par Salomon. Qui est quand même une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que ça fait des 10 ans que je m'habille chez eux et que j'utilise beaucoup de leurs produits. Donc, super intéressant, que j'ai rencontré il y a quelques semaines maintenant pour faire un peu un débrief sur la fin de l'aventure et surtout pour leur présenter une nouvelle aventure que j'aimerais réaliser cet hiver. Quelque chose qui a jamais été fait encore, donc ce serait un peu une première, on va dire, première mondiale, qui serait donc, très technique, très compliquée, mais beaucoup moins longue, sur quelques mois, on parle de quelques mois et qui reste en France. Je veux pas, une fois de plus, repartir à l'autre bout, notamment comme j'évite de prendre l'avion, donc voilà, ce serait une aventure, en France, dans les montagnes forcément parce que c'est ce que j'aime et qui allie, on va dire, survie, aventure, sport, voilà et conditions extrêmes. J'avais une autre question pour toi. Là maintenant, est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois à quel point tu as changé par rapport à Auguste d'il y a plus d'un an et demi? C'est une très bonne question. Oui, oui, je pense. Après forcément, c'est peut-être aussi à mes proches et à mes amis de le dire parce que forcément moi, oui, 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 je pense que j'ai beaucoup changé, par rapport à il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, dans ma perception, des choses et même en fait dans ce que je veux dans ma vie. Forcément, il y a plein de choses, sur lesquelles j'ai évolué. Je pense que déjà, un travail que j'ai essayé de faire tout au long de cette aventure, c'est d'apprendre vraiment à vivre le moment présent, à profiter de l'instant présent et voilà, pas toujours à être, parce que j'ai tendance toujours à être, hyperactif, à toujours vouloir tout faire, à être partout. Maintenant, voilà, j'apprends à un peu plus me poser et à un peu plus vraiment profiter de l'instant présent et la suite, ben, on verra et si je suis là et ben, je suis là et je suis pas là-bas donc voilà, j'essaie de faire ça aussi. Des choses que je veux dans ma vie, même au niveau professionnel, là sur le court et le moyen terme, voilà, essayer de continuer si possible dans cette lancée de, voilà, de rendre le sport accessible à tous, de rendre l'aventure accessible à tous, d'essayer d'emmener les gens, dans des aventures, d'essayer voilà, de partager ma vision de tout ça. Donc ça, c'est des choses, par rapport à ça et puis après je pense qu'il y a toujours une part de on vient forcément changer quand on part, 20-22 mois à l'étranger comme ça et surtout en solitaire. Il y a forcément des choses qui changent même si on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message à faire passer à l'audience de... C'est compliqué de résumer tous les apprentissages que tu as eus dans ce voyage, mais si tu as envie que, voilà, quand les auditeurs, auditrices vont terminer cet épisode, qu'ils repartent avec un message de ta part. J'en ai plein. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire passer, mais c'est vrai que moi, s'il y a eu un conseil, un seul que je devrais retenir, c'est juste de foncer. De foncer, de pas attendre toujours le lendemain, de pas attendre, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment une vision de la vie qui j'ai envie de vivre maintenant et j'ai pas envie de vivre pour plus tard et du coup, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie de réaliser, tous les projets que j'ai envie de faire, peu importe le projet, peu importe le rêve, peu importe l'aventure,
tout est une aventure, donc il y a vraiment pas de jugement par rapport à ça, mais juste de foncer, d'y aller et de pas, procrastiner, de pas remettre au lendemain, de pas attendre ça parce que si jamais voilà, il faut y aller. La vie elle est quand même assez courte. Moi, je sais que tous mes projets, tous mes rêves, j'aurais pas assez d'une vie pour tout réaliser. Donc voilà, foncez, on verra, on sait pas de quoi demain est fait, mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de réaliser mes projets, mes rêves, alors j'y vais à fond. Bah, merci pour cette belle conclusion. On pouvait pas rêver mieux pour cet épisode. Encore merci pour tout, merci pour ton temps. On te souhaite de belles aventures pour la suite. Très hâte de découvrir la suite et à très bientôt, j'espère. À bientôt Camille, merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.